Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. On y est, le gros morceau, La Reine des Neiges. Ce film n'en finit pas de faire parler de lui, divisant les gens en 3 catégories. Il y a ceux qui adorent le film, le considérant comme le nouveau Roi Lion, ceux qui le trouvent bien mais un peu trop surestimé, et ceux qui ne l'aiment pas et qui en ont marre qu'on en fasse autant des caisses autour. Et pour ma part, je suis assez d'accord pour dire que c'est le nouveau Roi Lion. Dans le sens où je trouve le Roi Lion également un peu surestimé. Mais un grand classique à la fois. Honnêtement, avec tout le foin que font les gens comme quoi la Reine des Neiges marque le renouveau Disney, je comprends un peu les gens énervés par ce film. Pour moi, Réponse est le film qui a relancé la popularité de Disney Animation Studios, tout en affinant la formule Disney lancée dans les années 90. Attribuer ce mérite à la Reine des Neiges, ça me paraît un peu injuste. D'ailleurs, puisqu'on parle de Réponse, au final j'éprouve à peu près le même ressenti pour les deux films. C'est une base excellente dans les deux cas, qui aurait pu donner une histoire extraordinaire, mais qui n'y arrive pas à cause d'un truc frustrant. Seulement, contrairement à Réponse, ce truc en question est un peu moins évident. Donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti pour la Reine des Neiges. Le film ouvre sur une belle chanson d'intro qui plante le décor. Comme le Roi Lion, tiens! On découvre nos deux sœurs héroïnes, Anna et Elsa, enfants, qui s'amusent dans leur château. Un tour de magie, et c'est parti, tu es J'arrive pas à y croire que j'ai tenu 22 épisodes sans faire de référence à ça. Au passage, autant en parler maintenant, je vous recommande la VO de préférence à la VF. La version française est pas mal, mais elle n'a pas autant de subtilité que l'original. De plus, certaines voix secondaires ne sont pas les plus naturelles qui soient. Surtout les voix d'enfants. Laisse-moi, va te recoucher. Je ne peux pas. Le ciel est réveillé. Alors moi aussi je suis réveillée. C'est l'heure de jouer maintenant. Cela dit, quelle que soit la version, ça ne change rien au gros problème que j'ai. Quoi qu'il en soit, oui, Elsa maîtrise le pouvoir de la neige de façon inexpliquée. Les deux filles s'amusent jusqu'à ce que... Tu vas trop vite! Anna! Elsa, qu'as-tu fait? Ce n'est plus possible. Mais c'est un accident! Leurs parents partent trouver des trolls de pierre soigneurs pour guérir Anna grâce à une carte glissée dans un livre de légende. Et c'est une chance que les trolls habitent pas loin d'ici. Quoi qu'il en soit, un petit garçon curieux les suit et... Troll? Chut, j'aimerais entendre. Oh, deux petits anges. Oh, je vais vous garder, vous deux. J'y reviendrai plus tard. Vous avez de la chance que ce ne soit pas son cœur. Le cœur est une chose très difficile à influencer. Mais la tête se laisse aisément convaincre. C'est bizarre, c'est tout le contraire de la devise Disney, ça. Il soigne Anna et modifie ses souvenirs pour qu'elle ne se souvienne pas des pouvoirs d'Elsa. Elle ne se rappellera même pas que j'ai des pouvoirs. C'est mieux ainsi. Vous devez apprendre à les contrôler. La peur sera votre ennemi. Non. Nous la protégerons. Oui, en la gardant confinée du monde et en tenant sa sœur éloignée d'elle, en lui cachant son secret, nous l'aiderons à surmonter ses peurs. C'est fou ce qu'on est des bons parents. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée du film. Ce sont des parents qui gèrent mal le problème de leur fille. Le film ne les dépeint pas comme ces êtres parfaits qui sont censés tout mieux savoir que tout le monde pour leurs enfants. Et c'est assez rafraîchissant. Bref, Anna, se sentant seule, chante pour Elsa. Je voudrais un bonhomme de neige. Je voudrais une bonne voix française. Ok, parlons un instant des chansons. Je les adore. Elles sont entraînantes, mémorables et font avancer l'histoire. Il y en a qui se plaignent qu'elles sont trop présentes et trop condensées au début, mais j'ai du mal à comprendre la logique. Dans la plupart des films Disney, il y a une forte présence de chansons, la grande majorité se déroulant durant la première moitié du film. Ici, c'est plus le premier quart que la première moitié, mais je ne vois pas où est le problème.
À part si ça vous gêne, les chansons dans un film, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas fan des films musicaux, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux aussi comprendre que la présence surabondante de ces chansons sur YouTube et autres vous exaspère, mais personne ne vous force à les regarder. Personnellement, je n'avais plus vu une BO aussi bien fichue dans un film Disney depuis Hercule. C'est pour moi facilement un des plus gros points forts du film. Je suis une fille en manque de compagnie. Je parle au mur et à ces portraits qui m'entourent. Et les domestiques et les gardes, ils sentent le pâté. Les années passent et leurs parents, partis durant quelques jours, meurent dans un naufrage, laissant Elsa et Anna seules. Ok, même si je reconnais que c'est un peu forcé par moments, c'est une excellente mise en place pour moi. Nos deux héroïnes qui ne communiquent plus à cause de la malédiction d'Elsa et la situation qui se refroidit sans mauvais jeu de mots alors que leurs parents, le seul lien affectif qu'elles ont en commun, disparaissent, c'est une excellente base de départ pour l'histoire. 3 ans plus tard, le jour du couronnement d'Elsa pour succéder à ses parents arrive et du côté d'Anna... Le jour du couronnement! Je pense que c'est un jour qu'on n'oublierait pas si on vivait coupé du monde pendant autant de temps. J'étais seule dans ces longs couloirs. Il y avait... Et sérieux, Anna, ils sont juste à côté de toi, là, espèce de bourge hautaine. Ayant été seule pendant tout ce temps, Anna se fait des films et s'imagine trouver le grand amour. Je sais que ce n'est pas raisonnable de rêver de romance. Apparemment, Elsa n'est pas la seule à avoir des pouvoirs. Anna peut l'éviter. C'est ce renouveau. Cache tes pouvoirs, qui n'en m'apporte parle ce dont pas. j'ai rêvé. Et comme par hasard, Anna tombe sur un type qui semble correspondre au rôle. Oh, Prince Hans des îles du Sud. Princesse Anna d'Arendelle. Madame. Ah, quel jeune homme charmant. Elsa parvient de justesse à passer sa cérémonie de couronnement sans craquer, et on a une scène d'interaction d'1 minute 30 entre elle et Anna. Bonjour. Bonjour, à moi? Oh, bonjour. Ouais, je me fais un petit compte là, je vous expliquerai à la fin. Anna retombe sur Hans et le courant semble passer à la perfection. Vous avez combien de frères? J'en ai 12. 12 frères plus âgés. Punaise, tes parents ont pas chômé, dites donc. Et est-ce qu'ils ont eu que des garçons en 13 fois? C'est une putain de prouesse probabiliste. Le courant passe tellement bien entre ces deux-là que Hans décide de la demander en mariage le soir même. Oui. Il l'annonce à Elsa et ça ne se passe pas très bien. Excusez-moi, êtes-vous sérieux? On n'épouse pas un homme que l'on connaît à peine. Si cet homme est notre grand amour. Anna, que sais-tu vraiment du grand amour? J'en sais sûrement plus que toi. Et ça fait 30 secondes d'interaction en plus. Pourquoi as-tu décidé de m'ignorer? Pourquoi tournes-tu le dos au monde entier? De quoi as-tu si peur? J'ai dit... Au passage, j'ai jamais trop compris en quoi les gants bloquaient les pouvoirs d'Elsa. Ils devraient pas se givrer à un moment? À moins que ce soit des gants magiques. C'est jamais spécifié. Prise de panique, elle s'enfuit en plongeant involontairement tout Arendelle dans l'hiver. Tout ça est ma faute. Je l'ai poussée à bout alors. C'est à moi d'essayer de la retrouver. Quoi? Oui. Amenez-moi mon cheval, je vous prie. Tu y vas toute seule? Sans même amener de garde? T'as vraiment un problème avec les roturiers, Anna. Je veux que vous restiez pour veiller sur Arendelle. C'est pour moi un honneur. Y a pas une sorte d'intendant prévu pour ce genre de choses? Vous savez, comme durant ces 3 dernières années. Bon, de son côté, Elsa... Comment elle a fait pour aller aussi loin à pied en si peu de temps? Après un passage chanté que vous ne connaissez que trop, on retourne vers Anna qui la recherche et ne tarde pas à perdre sa monture. La neige. Il fallait que ce soit la neige. Je pense que tu devrais bien plus te les cailler que ça, là. Surtout au niveau des mollets. Heureusement, avant de succomber connement d'hypothermie, elle trouve un bazar en chemin.
Grande liquidation d'été? Les carottes. Voilà quelqu'un qui sait parler aux femmes. Derrière vous. Oh, oui! Voici Christophe, notre protagoniste molle. Il parle d'un phénomène magique au nord et Anna, qui a au moins eu la présence d'esprit d'amener de l'argent, lui échange le matériel qu'il ne peut pas payer contre une escorte. Vous avez oublié les carottes pour Sven. Oh, pardon, je suis désolée, j'ai... Nous partons, maintenant, sur le champ. Une autre parenthèse, ça n'arrête pas pour vous parler des dialogues. Tout comme dans Réponse, ils sont parfaitement maîtrisés, naturels et souvent drôles. Aucune discussion ne paraît forcée et c'est un excellent point. Malheureusement, contrairement à Réponse, je ressens un peu moins l'alchimie dans notre couple principal. Vous êtes en train de me dire que vous étiez prête à épouser un homme que vous veniez de rencontrer? Oui, ça n'a pas d'importance, parce que c'est le grand amour. Ça n'a rien du grand amour. Oui, ce genre de truc n'arrive que dans les contes de fées. On vit dans le monde réel, ma petite, avec des trolls, de la magie, des gens qui se lancent dans des numéros musicaux sans que personne trouve ça curieux. Soyez réalistes, merde. Après quelques petites mésaventures, ils arrivent près de la montagne du Nord. Plutôt par là. À nouveau, comment elle a fait pour aller aussi loin à pied? Est-ce qu'elle possède aussi le pouvoir de téléportation? Et nos deux héros finissent par tomber sur Olaf, un petit bonhomme de neige à qui Elsa a inconsciemment donné vie. Elle fait beaucoup de choses inconsciemment. Et comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne? C'est Sven. D'accord. Et le reine, comment il s'appelle? Et à ma grande surprise, le personnage est correct. Au vu des bandes annonces et du design, ça sentait des gros boulets cosmiques. Et sincèrement, chapeau de la part du film pour être arrivé à ne pas me faire le détester. C'est un énorme tour de force. Soyons clairs, il n'a rien d'un personnage génial, mais il arrive à être suffisamment drôle pour passer correctement, et c'est déjà énorme. Quoi qu'il en soit, il leur montre le chemin jusqu'au château qu'Elsa s'est créé, tandis qu'à Arendelle, le cheval d'Anna revient. Wow, doucement! Il a mis le temps, dites donc! Et alarmé par ceci, Hans décide de partir à sa recherche avec quelques volontaires. Mais qui va garder le château alors? Je vous propose 2 de mes hommes, monsieur. Lorsque vous retrouverez la reine, veillez à mettre un terme à cet hiver glacial. Ah oui, au passage, il y a ce personnage de représentant commercial ou un truc comme ça qui joue le rôle de méchant de second plan en voulant faire tuer Elsa qu'il considère comme une sale sorcière. Honnêtement, je trouve qu'il n'apporte rien et qu'on aurait facilement pu le virer du film. Bref, de son côté, Anna retrouve Elsa et si ça se passe pas trop mal au début, ça commence à dégénérer lorsqu'elle lui apprend qu'Arendelle est figée dans la glace. Chose dont Elsa aurait pu se rendre compte toute seule rien qu'en jetant un coup d'œil au loin. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle change un peu le climat ambiant. Et dans sa panique, Elsa glace Anna en plein cœur sans s'en rendre compte. Comme par hasard! Quand les trolls ont dit heureusement qu'elle n'a pas été touchée au cœur, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle se fasse toucher au cœur plus tard. Mais la sainte mère de toutes les coïncidences m'a donné tort. Et au passage, ça fait toute une scène d'interaction de 4 minutes entre ces deux-là. Pas mal, pas mal. Elsa, affolée, crée un géant de glace videur qui force le petit groupe à partir. Anna montre des symptômes inquiétants et Christophe l'emmène voir sa famille pour qu'il la guérisse. Et sa famille s'avère être... Christophe est de retour! J'ai quelques doutes sur cette situation. Christophe dit plutôt qu'il n'avait pas de famille avant, mais au tout début du film, on le voit traîner avec une bande de bûcherons des glaces, si on peut appeler ça comme ça, qui semble bien l'avoir adopté. Ce qui me ramène à cette scène bien plus tôt. Oh, deux petits anges. Oh, je vais vous garder, vous deux. Et si les trolls lui avaient manipulé la mémoire pour lui faire croire qu'ils l'ont adopté? Quand on pense à tout ce que peut leur permettre leur pouvoir et à tout le tintamarre qu'ils font autour de Christophe,
C'est assez flippant. Aussi flippant que leur tentative désespérée de caser Christophe avec la première fille qu'il ramène. Est-ce parce qu'il marche de travers? Quoi? Ou qu'il a mauvais caractère. Oh non! Ou ces drôles de poires qui lui servent de pied. Hé! Bon Dieu! Je reste sur ce que j'ai dit, j'adore les chansons de ce film, mais celle-ci, bien qu'entraînante en soi, détourne le film de façon tellement balourde et que j'ai beaucoup de mal avec cette scène. En fait, c'est comme pour Grand-mère Feuillage ou Mama Audi, on pourrait juste avoir des personnages magiques et sages, mais non! Il faut qu'ils soient excentriques et guignols pour faire rire les petits-enfants! Il a son odeur bien à lui, mais on ne connaît personne d'aussi tendre et attentionné. Faut dire qu'on connaît pas grand monde! Elle a déjà quelqu'un, cette jeune fille est fiancée. Débarrassons-nous du fiancé et là tout sera réglé. Est-ce qu'il prévoit de tuer Hans? Ou bien de l'effacer de la mémoire d'Anna? Bref, après ce moment pas très utile, Anna faiblit davantage et le sage troll lui dit que seul un geste d'amour sincère peut la sauver. Pensant que Hans est la solution, Christophe l'emmène en 4e vitesse à Arendelle. Vous trouvez pas qu'il manque quelque chose à cette scène qu'on vient de voir? Non? J'y reviendrai. On retourne auprès de Hans qui est arrivé devant le château d'Elsa et après une scène d'action bien palpitante, il empêche la susnommée de tuer ses deux assaillants et l'emprisonne. Pourquoi m'avez-vous ramené ici? Je ne pouvais pas les laisser vous tuer. Où est Anna? Anna n'est pas revenue. Et le temps pour Hans d'avoir fait tout le chemin du retour en portant Elsa, Anna et Christophe ne sont toujours pas rentrés. En 4e vitesse, mon cul. Enfin bon, mieux vaut tard que jamais, ils arrivent enfin au château, et Christophe part en laissant Anna au bon soin de Hans. Mais... Oh Anna, si seulement quelqu'un était vraiment amoureux de vous. Quoi? Je suis très partagé par ce revirement. D'un côté, c'est rafraîchissant de voir un méchant Disney qui n'a pas la gueule de l'emploi, et même de voir un film Disney s'essayer à de tels rebondissements scénaristiques. D'un autre côté, le film l'a vachement bien caché, à tel point que ça en devient assez contradictoire pour moi. D'accord, il jouait la comédie auprès d'Anna, mais qu'est-ce qui le forçait à distribuer des couvertures et des boissons chaudes aux habitants d'Arendelle? On le voit se battre héroïquement au péril de sa vie, on le voit convaincre Elsa de ne pas aller trop loin. Prouvez-leur que vous n'êtes pas le monstre qu'ils s'imaginent. Ce n'est pas quelque chose qu'un méchant déguisé ferait. Il dit qu'il attendait une occasion de se débarrasser d'Elsa plus tard, mais à ce moment-là, pourquoi il n'a pas laissé le type à l'arbalète lui tirer dessus? Ça n'a aucun sens. Enfin si, ça aurait pu avoir du sens s'ils étaient partis sur l'optique d'en faire un antagoniste, mais pas un méchant. Si on l'avait montré se soucier d'Arendelle et voir la mort d'Anna et d'Elsa comme un sacrifice nécessaire pour venir en aide à la ville, ça aurait donné un ennemi à la psychologie très intéressante. Mais non, c'est juste un sale méchant à la James Bond, avec pour seul indice pour le prévoir le fait que c'est le 13e garçon de sa lignée. Et 13, c'est le nombre du malheur! Et j'en ai vu certains pointer un ou deux passages qui pourraient laisser présager son futur statut d'enfoiré, mais ce sont des indices tellement brefs et subtils que j'ai du mal à croire que ce soit intentionnel. Vous ne réussirez pas. Oh. Pourtant c'est déjà fait. La princesse Anna est morte. C'est impossible. Nous avons pu prononcer nos vœux de mariage. Juste avant qu'elle ne meure dans mes bras. Oui, croyez-moi, sur parole et sans rien d'officiel, et surtout que personne n'aille voir comment elle se porte. De son côté, Elsa finit par se libérer des livrets. Ah ben vous voyez, ça bloque pas sa magie là. Ça devait vraiment être des gants magiques alors.
Et on arrive au grand point culminant du film. Elsa engloutit tous les alentours d'une tempête de neige. Anna voit Christophe au loin et se dirige vers lui dans l'espoir d'avoir son geste d'amour sincère. Mais voit alors Hans s'apprêtant à pourfendre sa chère sœur. Tu étais prête à te sacrifier pour moi. Parce que je t'aime. J'en reparle dans 2 minutes. Seul un geste d'amour sincère peut dégeler un cœur de glace. Merci de nous avoir mâché ça, Olaf. On n'aurait pas pu le deviner tout seul. L'amour. Bien sûr. Elsa. L'amour. Et en l'espace de 20 secondes, elle sait parfaitement maîtriser ses pouvoirs et tout rentre dans l'ordre. Et j'espère pour les habitants d'Arendelle qu'elle saura maintenir ce sentiment d'amour toute sa vie. Personnellement, j'envisagerais de déménager à leur place. Donc tout est bien qui finit bien, nos 2 méchants repartent des pieds devant, Elsa est populaire auprès du peuple et la romance fleurit entre Anna et Christophe. Nous pouvons. Ouais, vu la façon dont il mange ses carottes, ce baiser ne devrait pas être très agréable pour elle. Et c'était donc la Reine des Neiges, et c'est bien. Cela dit, comme pour réponse, il y a un énorme point négatif qui vient entacher le plaisir global du film, et ce point peut se résumer à un personnage. Soyons clairs, Christophe n'est pas un mauvais personnage en soi, il est assez attachant et il forme un duo sympatoche avec son reine. Mais par sa présence, il amoindrit sensiblement tous les points forts du film. Le premier étant la petite satire autour de Hans. Vous savez comme quoi c'est ridicule d'épouser un type après l'avoir connu seulement une journée. Au cas où vous fassiez partie des 3 personnes dans le monde de plus de 12 ans à croire que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Beaucoup disent que Christophe représente le bon exemple en comparaison avec Hans, puisque lui et Anna ne vont pas aussi vite, appuyant ainsi la satire en question. Dites, vous savez ce qui aurait encore plus appuyé la satire? Qu'Anna ne finisse avec personne! Petite leçon de la vraie vie les filles, on n'est pas obligé d'avoir un mec à la fin pour être comblé, surtout si on pense que lui aussi est l'amour de sa vie en l'ayant connu une seule journée. Le film rebelle, pour tout le mal qu'on peut en dire, a compris ça, lui. Et au passage, une satire sur la romance dans les films Disney, super original, les gars. Mais ce qui en pâtit le plus, c'est la relation Anna-Elsa. Ce moment où Anna se sacrifie pour sauver sa sœur devrait être l'apogée du film, le moment émouvant qui ferait pleurer à chaudes larmes. Mais je n'ai pas pleuré. J'aurais tellement voulu avoir envie de pleurer à ce moment-là, mais je n'ai pas ressenti la grande connexion entre elles. Tout simplement parce que, intro mis à part, elles ne partagent que 6 minutes de temps de film ensemble avant ce grand moment. Mais même avec juste ça, il aurait suffi de pas grand-chose pour me faire vraiment ressentir ce grand final. Simplement qu'à un moment donné, Anna découvre la vérité sur leur enfance. Sérieusement, ça ne se fait jamais dans le film. Anna reste ignorante durant toute l'histoire. Mais qui aurait donc pu lui révéler la vérité? Ah oui, les trolls! Au lieu de vouloir caser le garçon à qui vous avez lavé le cerveau, vous auriez peut-être pu prendre le temps de montrer à Anna ce qui s'est passé il y a longtemps et lui faire comprendre la peine que sa sœur a endurée pendant tout ce temps. Mais non, on n'y a pas eu droit. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a eu que pour Christophe. Vous vouliez tellement caser votre véritable couple comme il faut que vous avez trop négligé la vraie relation qui méritait d'être approfondie. Tout ça pour votre fausse piste finale. Écoutez, c'est bien d'avoir des rebondissements, mais le point fort des bons films Disney, c'est de pouvoir être revu encore et encore. Dès le second visionnage, la surprise n'existe plus. Par contre, le manque de développement se fait toujours ressentir. C'est vraiment dommage car les 2 sœurs ont des personnalités opposées attachantes et il ne manquait pas grand chose de plus à leur lien pour en faire un duo vraiment captivant.
Merde, Christophe accapare tellement de temps d'écran qu'il atténue le personnage d'Elsa tout court. À un moment donné, elle envoie tout chier et c'est très prenant, mais ce n'est pas plus développé que ça, et lorsqu'on la revoit, c'est complètement passé à la trappe. Parce qu'on passe trop de temps sur Christophe et pas assez sur elle. Ils auraient dû écrire l'histoire sans lui, et pour moi, ça aurait été le soi-disant chef-d'œuvre que tout le monde clame. Cela dit, ça reste un bon film. Bien que ce soit atténué, les deux héroïnes restent très attachantes. L'histoire globalement est très bonne, l'ambiance est forte, le ton et l'humour sont marquants et bien pensés, et les chansons sont excellentes. D'ailleurs, je vous ai épargné ça, mais vous n'allez pas y couper plus longtemps. Terminons cette vidéo sur la chanson du film que tout le monde adore. Imaginez comme la vie serait belle en été. Dada, dadou. Le chaud et le froid sont faits pour s'entendre. Ils ont une âme pure et un cœur tendre. Ah oui, pour la prochaine fois, on va repartir au début. À la prochaine.